Ce soir, laisse-toi porter par une enquête ancienne, racontée à voix basse, dans un village isolé où le silence fait partie du paysage. Une maison sur la hauteur. Un crime sans éclat. Et une vérité que tout le monde connaît, sans jamais la dire. Le crime d'Orcival est une réécriture narrative moderne et apaisée d'un grand classique du domaine public. Ici, l'enquête avance lentement, portée par les chemins, les collines et les silences partagés d'un village qui préfère retenir que parler. Ce récit est conçu pour accompagner l'endormissement. Sans tension excessive, sans description violente. Dans un rythme calme et enveloppant. Installe-toi confortablement. Laisse l'histoire se dérouler. Et permets-toi de t'endormir quand tu le souhaites. Orcival n'était pas un village qui se raconte facilement. Il fallait d'abord l'atteindre. Quitter les routes sûres, celles qui mènent quelque part sans hésiter. Prendre des chemins plus étroits, plus lents, bordés de haies basses et de champs qui semblent toujours un peu humides, même quand le soleil est là. Plus on s'en approchait, plus le monde paraissait se simplifier. Les bruits diminuaient. Les signes se raréfiaient. On n'entendait plus que le frottement des roues sur la terre, le vent qui passe dans les branches, et parfois, très loin, un chien qui aboie sans urgence. Orcival vivait ainsi, sans urgence. Le matin, la lumière y arrivait doucement, comme si elle prenait le temps de s'installer. Elle glissait sur les toits, entrait dans les ruelles, accrochant des reflets discrets aux vitres et aux pierres. Rien ne brillait vraiment. Tout semblait plutôt mat, ancien, posé là depuis longtemps. Les maisons se serraient les unes contre les autres comme pour se tenir chaud. Des façades simples. Des portes solides. Des seuils qu'on balayait sans excès, juste pour maintenir l'ordre. Et devant certaines fenêtres, des rideaux qui ne bougeaient presque jamais. On ne regardait pas beaucoup dehors, à Orcival. Non par peur. Par habitude. Le village avait son rythme, et ce rythme n'aimait pas les interruptions. On faisait ce qu'il y avait à faire, puis on rentrait. On parlait quand il fallait, puis on se taisait. Les gens se connaissaient, mais ils se demandaient rarement comment ils allaient. Ils le devinaient, à la manière de marcher, à la façon de tenir un panier, à la lenteur d'une salutation. Les secrets, ici, n'étaient pas des événements. Ils étaient des façons de vivre. À l'auberge, la salle commune sentait le bois, la soupe et la laine mouillée. On y parlait bas, même quand on riait. Le patron connaissait tout le monde, mais posait peu de questions. Il avait appris que les questions, dans un village, ne sont pas toujours des marques d'intérêt. Parfois, elles deviennent des armes. Le curé passait, le matin, à heure fixe. Le maire aussi, sans se presser. Un enfant courait dans une ruelle, puis disparaissait derrière une porte. Une femme sortait pour secouer un drap, puis rentrait comme si le geste avait suffi à la journée. Orcival avait l'air tranquille. Mais Lecoq savait, il avait appris à le sentir, que certaines tranquillités sont trop parfaites. Pas parce qu'elles mentent, mais parce qu'elles reposent sur un accord silencieux, celui de ne pas trop regarder. Il n'était pas encore venu, Lecoq. Pas ce jour-là. Pas à ce moment-là. Pour l'instant, il n'y avait pas d'enquête. Pas d'uniforme. Pas de questions officielles. Il n'y avait que le village, dans sa continuité calme, comme une respiration. Et pourtant, à la marge, il y avait cette maison. Pas au centre. Pas vraiment dans le village. Plutôt au-dessus, sur une hauteur, là où l'on entend le vent plus distinctement, là où les routes se font plus rares. Une maison qui n'ouvrait pas ses volets comme les autres. Une maison dont on parlait peu, comme si la nommer lui donnait déjà trop d'existence. On disait simplement, la maison là-haut. Certains la désignaient d'un geste de la main, sans tourner la tête. D'autres prétendaient qu'ils n'y pensaient jamais. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, savaient qu'elle faisait partie du paysage. On savait aussi que ceux qui y vivaient ne descendaient pas souvent. Et quand ils descendaient, ils ne s'attardaient pas. Ce matin-là, pourtant, un détail passa. Un détail minuscule, presque rien. Une remarque lâchée à mi-voix à l'auberge, puis reprise ailleurs, sans conviction. On ne les a pas vus. Ce n'était pas une inquiétude. Pas encore. Juste une observation. À Orcival, c'est souvent comme ça que les choses commencent. Non par un cri, non par un choc, mais par une phrase courte, posée sans émotion, comme si elle n'appelait pas de réponse. Et dans le silence qui suit,
chacun comprend que quelque chose, quelque part, a cessé de suivre le rythme. Le village continua pourtant. Les pas restèrent lents. Les gestes restèrent sûrs. Les portes s'ouvrirent et se refermèrent comme d'habitude. Mais une attention nouvelle s'était installée, légère, presque invisible. Comme un regard qui se retient. Orcival n'avait pas encore changé. Mais le calme, lui, avait pris une autre nuance. Et la maison là-haut, sans rien faire, venait d'attirer l'existence sur elle. La maison n'avait pas été construite pour être regardée. Elle se trouvait au-dessus du village, à une distance suffisante pour que l'on n'y monte pas sans raison. Le chemin qui y menait se détachait de la route principale sans indication particulière, comme s'il n'avait jamais été destiné à recevoir des visiteurs. Il montait doucement, en décrivant une courbe lente, bordée d'herbes épaisses et de pierres anciennes que la pluie avait rendues lisses. On n'y montait pas par hasard. Il fallait vouloir y aller. Ou accepter que l'on n'y reviendrait pas souvent. La maison apparaissait peu à peu, jamais d'un seul coup. D'abord un angle de mur. Puis un pan de toit. Enfin l'ensemble, posé là, sans ostentation. Une bâtisse solide, sans charme particulier, mais bien ancrée. Elle semblait avoir trouvé sa place naturellement, comme si le terrain lui-même l'avait acceptée. Les volets étaient souvent clos. Pas par méfiance. Plutôt par habitude. Le vent, à cette hauteur, s'invitait sans prévenir. Il passait sur les collines, descendait vers le village, puis revenait frapper la façade de la maison avec une régularité presque familière. Fermer les volets, ici, relevait du simple bon sens. Autour, il n'y avait pas grand-chose. Un espace dégagé. Quelques arbres clairsemés. Un muret bas, plus symbolique qu'utile. Rien qui invite à s'attarder. Rien qui encourage la conversation. Depuis le village, on distinguait parfois la maison, selon la lumière. Les jours clairs, elle se découpait nettement sur le ciel. Les jours couverts, elle semblait se fondre dans le paysage, presque absente. Les habitants d'Orcival la connaissaient sans vraiment la connaître. Ils savaient qui y vivait. Du moins, ils savaient à peu près. Un couple discret. Des gens qui ne faisaient pas de bruit. Qui descendaient rarement. Qui ne recevaient presque jamais. On les croisait parfois, au détour d'un chemin, sans que l'échange dépasse un signe de tête. On ne leur posait pas de questions. À Orcival, on apprend tôt que certaines distances sont nécessaires. Qu'elles maintiennent l'équilibre. Que trop de proximité peut déranger plus sûrement qu'un conflit ouvert. La maison sur la hauteur faisait partie de ces distances acceptées. Elle dominait le village sans le surveiller. Elle existait sans s'imposer. Et cette position, à la fois proche et retirée, convenait à tout le monde. Ce matin-là, pourtant, quelque chose clochait. Rien de précis. Rien de visible immédiatement. Mais l'œil habitué repère les absences avec plus de netteté que les présences. Les volets n'avaient pas changé d'angle. La porte n'avait pas bougé. Aucun signe de mouvement ne venait rompre l'immobilité. On aurait dit que la maison retenait son souffle. Dans le village, on continua de vaquer aux occupations ordinaires. Mais certains regards se levaient plus souvent que d'habitude vers la hauteur. Pas longtemps. Juste une seconde. Comme pour vérifier que tout était à sa place. Personne ne monta. Pas encore. Parce que monter là-haut, c'était déjà reconnaître qu'il y avait une anomalie. Et à Orcival, on préfère toujours laisser aux choses une chance de se remettre d'elles-mêmes dans l'ordre. La maison, pourtant, ne donnait aucun signe. Elle restait là, silencieuse, immobile, parfaitement intégrée au paysage. Trop parfaitement, peut-être. Comme un élément figé dans une scène qui, partout ailleurs, continuait de vivre. Le vent passa. Les herbes bougèrent. Les nuages glissèrent lentement. Mais la maison sur la hauteur ne répondit pas. Et ce silence, à force de durer, commençait doucement à se faire entendre. À Orcival, on ne remarque pas les présences. On remarque les absences. C'est une affaire d'habitude. Quand les gestes se répètent chaque jour à la même heure, quand les silhouettes apparaissent toujours aux mêmes endroits, la moindre variation finit par se détacher d'elle-même, sans effort. Ce matin-là, personne ne formula d'inquiétude. On constata simplement que le chemin menant à la maison sur la hauteur était resté intact. Aucune trace fraîche. Aucune herbe couchée.
Le passage semblait oublié, comme s'il n'avait pas servi depuis plus longtemps que d'ordinaire. À l'auberge, on évoqua la chose sans s'y attarder. Ils ne sont pas descendus hier. Peut-être aujourd'hui. La phrase resta en suspens. Elle n'appelait pas de réponse. On avait l'habitude de ces silences intermittents. Les habitants de la maison là-haut n'étaient pas des gens que l'on voyait chaque jour. Leur absence, en soi, n'avait rien d'exceptionnel. Ce qui troublait davantage, c'était sa continuité. Le boulanger ne les avait pas aperçus. Le facteur non plus. Et ces deux-là voyaient tout, sans jamais poser de questions. Vers midi, une femme leva les yeux vers la hauteur plus longtemps que nécessaire. Elle fronça les sourcils, puis reprit son chemin. Ce n'était pas de l'inquiétude. Plutôt une hésitation. Comme une pensée qu'on repousse, faute de vouloir la suivre jusqu'au bout. Les heures passèrent. Le village poursuivit son rythme. Les pas restèrent lents. Les conversations brèves. Mais quelque chose avait changé dans la manière de regarder. On observait davantage. On écoutait plus longtemps les bruits ordinaires, comme pour vérifier qu'ils étaient toujours là. Le vent monta, puis retomba. La maison, elle, ne donna aucun signe. À la fin de l'après-midi, un homme s'arrêta au début du chemin. Il posa son pied sur la terre, puis le retira. Il resta là un moment, les mains derrière le dos, à regarder la montée. Enfin, il haussa les épaules et repartit. Il n'y avait toujours pas de raison officielle de monter. Mais l'absence, désormais, avait pris corps. Elle n'était plus un simple détail. Elle devenait un fait discret, partagé, presque admis sans être nommé. À Orcival, on n'aime pas être le premier à parler. On attend que l'évidence s'impose d'elle-même. Et ce soir-là, quand les lumières commencèrent à s'éteindre dans les maisons du village, une certitude silencieuse circulait déjà. La maison sur la hauteur aurait dû répondre. Elle ne l'avait pas fait. Ce n'était pas encore une inquiétude. Ce n'était pas encore une alerte. Mais c'était le moment précis où l'absence cessait d'être anodine. Et à Orcival, quand une chose cesse d'être anodine, elle ne disparaît plus d'elle-même. Il fallut du temps avant que quelqu'un se décide. Ce ne fut ni un élan, ni un courage particulier. Plutôt une lassitude. À force de regarder la hauteur sans réponse, l'idée s'imposa qu'il fallait monter. Pas pour vérifier un drame. Juste pour comprendre ce silence qui durait trop longtemps. Ils furent deux. Pas les plus curieux. Pas les plus bavards. Deux hommes dont on savait qu'ils ne dramatiseraient rien inutilement. Ils prirent le chemin en fin de matinée, quand la lumière était claire et que les ombres ne trompaient pas encore. La montée se fit lentement. Personne ne parla. Le vent accompagnait leurs pas, soulevant par endroits les herbes hautes. Plus ils avançaient, plus la maison paraissait immobile. Elle ne changeait pas d'aspect. Elle n'accueillait pas. Elle ne repoussait pas non plus. Elle était là. Arrivés devant la porte, ils s'arrêtèrent un instant. Non pour hésiter, mais pour laisser au silence une dernière chance de se rompre de lui-même. Rien ne se produisit. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit sans résistance, comme si elle avait attendu. À l'intérieur, l'air était frais, figé, presque trop calme. Une odeur familière de maison habitée persistait encore, mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus lourd, difficile à définir. Les pièces étaient en ordre. Rien n'avait été renversé. Rien ne semblait déplacé. Les objets occupaient leur place habituelle, comme si la vie avait simplement interrompu son cours, sans préavis. Cette normalité rendait l'ensemble presque irréel. Ils avancèrent doucement. Ce fut dans une pièce en retrait qu'ils comprirent. Il n'y eut ni cri, ni recul brutal. Seulement un arrêt net, instinctif. La certitude immédiate qu'il n'y avait plus rien à attendre. La mort était passée par là. Pas dans la violence apparente. Pas dans le désordre. Elle avait laissé derrière elle une présence muette, définitive, que l'on reconnaît sans avoir besoin de détails. Ils ressortirent sans se presser. La porte fut refermée avec soin. Comme on referme quelque chose que l'on ne doit pas laisser exposer. Le chemin fut repris dans le même silence qu'à la montée, mais il n'avait plus la même longueur. En arrivant au village, ils ne parlèrent pas davantage. Ils dirent simplement ce qu'il fallait dire. Les mots furent choisis avec retenue. On n'entra pas dans les descriptions. On annonça un fait,
sans le charger d'émotion. La maison sur la hauteur était devenue autre chose. Le village reçut la nouvelle sans éclat. On hocha la tête. On s'assit. On resta debout un moment de plus que nécessaire. Les gestes ralentirent, puis reprirent leur rythme habituel, comme si chacun s'efforçait de maintenir l'équilibre. La police fut prévenue. Elle arriverait. Pas immédiatement, mais suffisamment tôt pour que l'ordre soit rétabli. En attendant, Orcival s'organisa comme il savait le faire, sans agitation, sans cris, sans questions ouvertes. Le crime n'était pas devenu un sujet de conversation. Il s'était installé comme un fait, discret mais irrévocable. La maison, désormais, ne faisait plus partie du paysage ordinaire. Elle s'en détachait, sans changer d'apparence. Elle était toujours là, sur la hauteur, mais elle avait cessé d'être simplement une maison. Et le silence qui l'entourait, jusque-là tolérable, venait de prendre un poids nouveau. Celui des choses que l'on sait, et que l'on préférerait ne pas regarder trop longtemps. Quand la police arriva à Orcival, le village avait déjà fait ce qu'il avait à faire. Rien d'officiel. Rien d'organisé. Simplement ce réflexe ancien qui consiste à se tenir droit quand quelque chose survient, à ne pas ajouter de désordre au désordre. Les portes étaient ouvertes comme d'habitude. Les voix restaient basses. On laissait de l'espace. Les agents posèrent les premières questions sans brusquer. Ils savaient que dans les villages, les réponses ne viennent pas toujours immédiatement. Elles demandent parfois plusieurs tours, plusieurs détours, plusieurs silences partagés. Ici plus qu'ailleurs, on demanda qui vivait dans la maison sur la hauteur. On répondit sans hésiter, mais sans détail. On demanda depuis quand on ne les avait pas vus. On donna des repères approximatifs. Hier. Avant-hier. Peut-être plus. On demanda s'ils recevaient des visites. On haussa légèrement les épaules. Pas vraiment. Pas souvent. Ces mots revenaient. Ils formaient une sorte de refrain discret, comme si chacun s'accordait sur une version suffisamment vague pour ne pas s'engager. Les policiers notèrent. Ils comprirent vite que le village n'opposait pas de résistance. Il n'était pas hostile. Il était simplement retenu. Les habitants répondaient, mais ils ne développaient pas. Ils donnaient ce qui était demandé, sans offrir ce qui ne l'était pas. Ce n'était pas de la dissimulation. C'était une manière d'être. Une femme expliqua qu'elle avait parfois croisé la maîtresse de la maison au marché. Une silhouette droite. Peu de paroles. Un regard qui ne s'attardait jamais. Elle ajouta qu'elle ne l'avait jamais vu accompagner. Un homme parla du propriétaire. Un homme réservé. Poli. Toujours pressé de repartir. On le voyait surtout monter, rarement descendre. Comme s'il avait choisi la hauteur pour y rester. Des disputes? Non. Des visites inhabituelles? Pas à ma connaissance. Les phrases s'arrêtaient là. Net. Sans commentaire. À mesure que les questions avançaient, une chose devenait claire. Tout le monde savait quelque chose, mais personne ne possédait une histoire complète. Les informations existaient à l'état fragmentaire, réparties entre les habitants, sans jamais se rejoindre. C'était comme si le village avait appris à fonctionner ainsi. Chacun avec sa parcelle de savoir. Personne avec l'ensemble. Les policiers tentèrent de préciser les horaires, les passages, les habitudes. Ils se heurtèrent à des réponses calmes, mais imprécises. Les heures se confondaient. Les jours glissaient les uns sur les autres. Ici, on ne regarde pas l'heure tout le temps, dit quelqu'un. Ce n'était ni une excuse ni une provocation. Juste un constat. En fin d'après-midi, les agents eurent l'impression d'avoir beaucoup entendu, sans avoir appris grand-chose. Ils avaient recueilli des paroles, mais aucune d'entre elles ne dépassait le seuil du nécessaire. Le village avait parlé. Mais il n'avait rien livré. En se retirant un instant, l'un des policiers jeta un regard autour de lui. Les maisons semblaient immuables. Les gens reprenaient leurs gestes. On balayait un pas de porte. On refermait une fenêtre. On s'asseyait sur un banc. Orcival n'était pas un village qui cache activement. C'était un village qui retient. Et dans cette tenue, il y avait quelque chose de plus solide qu'un mensonge. Une cohésion tacite. Une manière de préserver l'équilibre, même quand celui-ci vient d'être ébranlé. Le crime avait été reconnu.
Les questions avaient été posées. Mais le cœur d'Orcival restait fermé, non par défi, mais par fidélité à une règle ancienne. On ne dit jamais plus que ce que l'on peut supporter de voir changer. Après les premiers entretiens, une logique commença à s'installer. Elle n'était pas encore affirmée, mais elle prenait forme dans les échanges, dans les notes griffonnées, dans la manière dont certaines hypothèses revenaient plus souvent que d'autres. Rien de brutal. Juste une orientation douce, presque naturelle. À Orcival, les évidences n'arrivent jamais en criant. Elles se déposent. La maison sur la hauteur était isolée. Ses occupants vivaient en retrait. Ils ne recevaient presque personne. Ces constats, répétés, finirent par dessiner une conclusion implicite. Si quelque chose s'était produit, cela ne pouvait venir que de l'extérieur, ou d'un lien ancien, discret, que le village ne percevait plus clairement. On évoqua alors les rares visiteurs connus. Un homme aperçu quelques semaines plus tôt. Un passage signalé sans certitude. Une présence inhabituelle, peut-être. Les souvenirs étaient vagues, mais suffisants pour nourrir une piste. Dans les villages, les faits flous ont parfois plus de poids que les faits précis, parce qu'ils laissent de la place à l'interprétation. La police nota ces éléments. Ils s'agençaient bien. Trop bien. On parla aussi des relations du couple. De leur manière de vivre, en marge. De ce choix de la hauteur, qui pouvait être perçu comme une mise à distance volontaire. Certains y virent une forme de repli. D'autres, une volonté de ne pas être mêlés aux affaires du village. Dans ce genre de récit, le repli devient vite suspect. Sans accusation directe, une figure commença à se dessiner. Un responsable possible. Quelqu'un que l'on pouvait nommer sans trop déranger l'équilibre général. Quelqu'un dont la désignation permettrait de clore l'affaire sans remuer tout Orcival. Ce mécanisme n'était pas conscient. Il se faisait par petites touches. Une phrase ajoutée ici. Une remarque laissée là. Les policiers, sans le vouloir, suivaient aussi le besoin du village, celui de ne pas se sentir concerné plus que nécessaire. Les premières évidences avaient cet avantage-là. Elles rassuraient. Elles donnaient l'impression que le crime pouvait être expliqué sans bouleverser les habitudes, sans poser de questions trop larges, sans regarder trop loin en arrière. Dans les rapports provisoires, les mots restaient prudents. Mais l'orientation était claire. La cause n'était pas encore établie. Le responsable non plus. Et pourtant, l'affaire semblait déjà prendre la direction d'une résolution possible. Orcival, de son côté, se détendait légèrement. Les conversations reprenaient, toujours à voix basse, mais avec moins d'hésitation. Les regards se levaient moins souvent vers la maison sur la hauteur. On parlait d'autre chose, comme si le simple fait que la police ait une piste suffisait à apaiser les esprits. Le crime commençait à s'éloigner. Pas parce qu'il était compris, mais parce qu'il était encadré. Dans ce calme retrouvé, quelque chose résistait pourtant. Un détail qui ne s'ajustait pas tout à fait. Une sensation diffuse que cette évidence était trop confortable. Mais pour l'instant, personne n'avait intérêt à s'y attarder. Les premières évidences avaient rempli leur rôle. Elles avaient redonné au village l'illusion d'un ordre possible. Et c'est souvent à ce moment précis que les erreurs s'installent, doucement, sans bruit, comme une décision que l'on croit collective, alors qu'elle n'a jamais vraiment été posée. Lecoq arriva à Orcival sans attirer l'attention. Il n'avait rien fait pour être remarqué. Il était descendu de voiture comme on descend partout ailleurs, avait pris le temps d'observer les alentours, puis s'était engagé dans le village à pied, sans se presser. À Orcival, ceux qui vont trop vite se signalent d'eux-mêmes. Il regarda d'abord les choses simples. La largeur des rues. La manière dont les maisons se tenaient. La distance entre les portes. Un village raconte toujours quelque chose avant même qu'on lui pose une question. Orcival parlait peu, mais il parlait juste. Tout y était contenu, mesuré, sans débordement. Lecoq s'arrêta devant l'auberge. Il n'y entra pas immédiatement. Il observa les allées et venues, les gestes répétés, les regards qui se détournaient sans gêne. Il nota la tranquillité apparente, cette façon qu'avaient les habitants de continuer sans se figer, comme si le drame avait déjà été rangé dans un espace à part. Lorsqu'il entra enfin, la conversation se fit plus basse, sans s'interrompre. Personne ne le dévisagea. Personne ne l'interrogea.
On savait reconnaître, ici, ceux qui viennent pour comprendre plutôt que pour troubler. Le coq échangea quelques mots avec le patron. Des phrases ordinaires. Rien qui évoque directement le crime. Il parlait du temps, du chemin, de la saison. Il laissait l'atmosphère se poser autour de lui. Ce n'est qu'ensuite qu'il posa des questions. Des questions simples. Des questions larges. Il ne demandait pas ce qui s'était passé. Il demandait comment on vivait ici. Les réponses vinrent lentement. On lui parla du calme. De la hauteur. De cette maison un peu à l'écart. Toujours les mêmes mots. Toujours les mêmes contours flous. Le coq ne cherchait pas à préciser. Il laissait les phrases se répéter. Dans la répétition, on finit toujours par entendre ce qui dépasse. Il monta ensuite vers la maison sur la hauteur. Seul. Il prit le chemin comme s'il l'avait déjà emprunté. Il s'arrêta parfois, non pour reprendre son souffle, mais pour regarder le village d'en haut. De là, Orcival paraissait encore plus ramassé, presque fermé sur lui-même. La maison, désormais scellée, ne disait rien de plus que la veille. Le coq ne chercha pas à entrer. Il fit le tour. Mesura les distances. Observa les accès possibles. Le terrain, à cet endroit, ne laissait pas beaucoup de choix. On ne montait pas ici sans être vu, ou sans être attendu. Cette pensée s'installa en lui sans urgence. En redescendant, le coq comprit que l'affaire ne pourrait pas être traitée comme les autres. Non parce qu'elle était exceptionnelle, mais parce qu'elle était trop intégrée au lieu. Le crime n'était pas un corps étranger. Il avait glissé dans une organisation déjà en place. Le village n'était pas hostile à l'enquête. Il était simplement cohérent avec lui-même. Et c'est cela qui inquiétait le coq. Car quand un lieu absorbe un événement sans se transformer, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à voir. C'est souvent parce que tout le monde sait déjà où regarder, et préfère ne pas le faire. Le coq n'insista pas. Il savait qu'à Orcival, il faudrait du temps. Du temps pour marcher. Du temps pour écouter. Du temps pour laisser les choses se dire sans être demandées. L'enquête venait réellement de commencer. Mais elle ne se ferait ni dans les bureaux, ni dans les rapports. Elle se ferait dans les silences. Le coq passa la matinée à marcher. Il ne suivait pas un itinéraire précis. Il laissait le terrain décider pour lui. Les chemins autour d'Orcival n'étaient pas nombreux, mais ils n'étaient pas simples non plus. Ils semblaient tous mener quelque part, avant de s'interrompre doucement, comme si le paysage refusait d'être traversé trop vite. Il observa les distances. Entre le village et la maison sur la hauteur, le trajet n'était ni court ni long. Il demandait un effort mesuré. Suffisant pour décourager les visites inutiles. Insuffisant pour rendre l'isolement absolu. Cet entre-deux n'était pas un hasard. Il créait une zone floue, propice au passage discret. Le sol parlait aussi. Par endroits, la terre était tassée. Ailleurs, elle restait meuble, presque intacte. Les pas laissaient des traces différentes selon l'heure, selon la météo, selon l'habitude. Le coq savait lire ces nuances. Il n'y voyait pas des preuves, mais des possibilités. Il s'arrêta près d'un muret. De là, on voyait la maison sans être vu facilement. Le regard pouvait s'y poser longtemps. On pouvait observer les volets, la porte, la fumée qui s'élevait parfois de la cheminée. Ce point-là n'avait rien d'exceptionnel, mais il offrait une perspective silencieuse. Le coq nota mentalement l'endroit. Plus loin, un sentier s'éloignait du village en contournant la colline. Peu utilisé. Presque oublié. Pourtant, il permettait d'approcher la maison par l'arrière, sans passer par le chemin principal. Il fallait le connaître. Ou l'avoir découvert avec le temps. Le paysage ne ment pas. Il n'accuse personne. Il se contente d'offrir des solutions. Le coq comprit que celui qui était monté à la maison n'avait pas nécessairement emprunté le chemin le plus évident. Il avait pu venir sans être remarqué, repartir sans laisser de traces claires. Non par ruse, mais par familiarité avec les lieux. Ce constat changeait subtilement l'affaire. Les premières évidences supposaient un extérieur maladroit, visible, presque étranger au village. Le terrain, lui, racontait une autre histoire. Celle d'une présence qui connaissait Orcival. Qui en respectait les contours. Qui savait où marcher sans se faire remarquer. Le coq continua sa marche jusqu'en fin d'après-midi.
Il observa les champs, les haies, les points hauts. Il mesura les angles morts, les zones d'ombre. Rien de tout cela n'était spectaculaire. Mais l'ensemble formait une carte silencieuse, bien plus précise que n'importe quel plan. En redescendant vers le village, il sentit que le décor avait déjà répondu à certaines questions. Pas complètement. Mais suffisamment pour fissurer les certitudes installées trop vite. Le crime n'était pas venu de l'extérieur. Il avait utilisé le paysage comme un allié. Et Orcival, avec ses chemins discrets et ses hauteurs patientes, avait offert ce qu'il fallait pour que les choses se fassent, sans bruit. Le soir tomba lentement. Les lumières s'allumèrent une à une dans le village. Les ombres s'allongèrent sur les chemins. Lecoq s'arrêta un instant, regardant la colline se fondre dans l'obscurité. Il savait désormais que pour comprendre ce crime, il faudrait cesser de poser des questions directes. Il faudrait écouter ce que le lieu disait déjà. À Orcival, le passé ne disparaît jamais vraiment. Il ne se raconte pas spontanément. Il ne s'expose pas non plus. Il reste là, intégré aux gestes quotidiens, aux relations figées, aux habitudes qui semblent immuables parce qu'on a cessé de les interroger. Lecoq le comprit peu à peu. Il ne posa pas de questions sur le crime. Il posa des questions sur avant. Avant la maison sur la hauteur. Avant l'arrivée de ceux qui y vivaient. Avant même que le village ne prenne sa forme actuelle. Les réponses vinrent avec lenteur. On parla de familles installées depuis longtemps. De terres partagées, puis reprises. D'alliances silencieuses, jamais formalisées. On évoqua des querelles anciennes, si anciennes qu'on ne se souvenait plus exactement de leur origine, seulement de leur existence. Ici, rien ne s'oublie vraiment, dit quelqu'un. Ce n'était pas une plainte. Plutôt un constat paisible. Lecoq nota que certains noms revenaient régulièrement. Pas toujours associés aux mêmes histoires. Parfois cités avec respect. Parfois avec une réserve imperceptible. Ces variations l'intéressaient plus que les récits eux-mêmes. Il apprit que la maison sur la hauteur n'avait pas toujours été isolée. Autrefois, elle faisait partie d'un ensemble plus vaste. Des terres cultivées. Des relations fréquentes avec le village. Puis, peu à peu, ces liens s'étaient distendus. Pas à la suite d'un événement précis, mais par une série de choix silencieux. On s'était éloigné. On avait cessé de descendre. Le village, de son côté, avait cessé de monter. Ce genre de séparation ne crée pas de rupture visible. Il installe simplement une distance qui, avec le temps, devient naturelle. Lecoq comprit que ceux qui vivaient là-haut n'étaient pas des étrangers. Ils appartenaient à l'histoire du lieu. Mais leur place avait changé. Et ce changement n'avait jamais été vraiment accepté, ni vraiment contesté. Il écouta encore. On lui parla d'un différend ancien, jamais réglé. D'une affaire de propriété, ou peut-être d'honneur. Les versions variaient. Les détails manquaient. Mais le fond restait le même, quelque chose avait été laissé en suspens. Ce genre de choses ne disparaît pas. Il se transforme. Il s'adapte. Il attend. Lecoq sentit que le crime s'inscrivait dans cette continuité. Pas comme une explosion, mais comme un aboutissement discret. Un point final posé sur une phrase commencée bien avant l'arrivée de la police. Il n'y avait pas de colère ouverte à Orcival. Pas de haine affichée. Mais il y avait une mémoire collective, dense, silencieuse, qui organisait encore les relations. Chacun savait où il pouvait aller. Ce qu'il pouvait dire. Et ce qu'il valait mieux laisser intact. La maison sur la hauteur n'était pas seulement un lieu. Elle était le dernier vestige visible d'une histoire que le village avait appris à contourner. En fin de journée, Lecoq s'assit un moment sur un banc, face aux collines. Il laissa les récits se déposer. Il n'essayait plus de les assembler immédiatement. Il savait que certaines histoires ne prennent sens qu'une fois qu'on les a laissées reposer. Il comprit alors que le crime ne serait pas élucidé en trouvant un coupable isolé. Il faudrait comprendre ce que le village avait choisi de préserver. Et à quel prix? À Orcival, les liens ne se montrent pas. Ils ne passent ni par des gestes démonstratifs ni par des paroles appuyées. Ils existent autrement. Dans les habitudes partagées. Dans les services rendus sans être demandés. Dans ces silences acceptés qui valent parfois plus qu'un engagement formel. Lecoq s'attacha à observer ces liens-là.
Il remarqua qui parlait à qui, et surtout qui ne parlait pas. Les rencontres n'étaient jamais fortuites. Elles suivaient des trajectoires connues, presque immuables. Certains chemins se croisaient souvent. D'autres ne se croisaient jamais. Il nota aussi les absences. Certains habitants, pourtant proches de la maison sur la hauteur par le passé, semblaient désormais vivre à distance. Il n'évoquait jamais les occupants. Ils répondaient quand on les interrogeait, mais leurs phrases se terminaient toujours un peu trop tôt, comme si elles avaient appris à s'arrêter là. Ces retenues n'étaient pas des refus. Elles étaient des accords tacites. Lecoq comprit que le village fonctionnait sur un équilibre fragile, maintenu par une série de concessions silencieuses. On savait ce que l'on devait aux autres. On savait aussi ce que l'on devait taire pour que l'ensemble continue de tenir. Il observa un échange devant l'auberge. Deux hommes parlèrent un moment, à voix basse. Rien d'important en apparence. Un mot sur la météo. Un autre sur les récoltes. Puis une pause. Un regard vers la hauteur. Et la conversation s'acheva sans conclusion. Ce regard disait plus que les mots. Il ne s'agissait pas de culpabilité individuelle. Il s'agissait d'une responsabilité diffuse. Lecoq comprit que le crime ne reposait pas seulement sur une action précise, mais sur un contexte entretenu. Une situation dans laquelle chacun avait, à un moment ou à un autre, accepté de ne pas voir, de ne pas intervenir, de ne pas poser la question de trop. Les liens invisibles étaient faits de ces renoncements successifs. Ils ne rendaient personne coupable à eux seuls. Mais ils rendaient le drame possible. Lecoq sentit alors que l'enquête prenait une tournure particulière. Il ne s'agirait pas d'opposer le village à la vérité. Il faudrait plutôt comprendre comment la vérité pouvait exister sans briser l'équilibre qui maintenait Orcival debout. Il continua d'écouter, de regarder, de laisser les choses se dire sans être sollicité. Et peu à peu, une évidence se formait, plus inconfortable que les premières. Le crime avait été commis dans un lieu où chacun, d'une manière ou d'une autre, savait déjà ce qu'il ne fallait pas toucher. Les liens invisibles, en protégeant le village, avaient aussi protégé le silence. Et ce silence-là, plus que n'importe quel geste isolé, avait conduit à l'irréparable. Il n'y eut pas de désignation officielle immédiate. Mais peu à peu, un nom circula. D'abord à voix basse. Puis avec plus d'assurance. Toujours sans accusation frontale. À Orcival, on ne pointe pas. On suggère. Le coupable idéal ne se présente jamais comme tel. Il se dessine. C'était quelqu'un que l'on connaissait. Pas intimement, mais suffisamment pour que sa place dans le village soit déjà définie. Quelqu'un qui n'était ni au centre ni complètement à l'écart. Une présence acceptable, mais jamais essentielle. Son lien avec la maison sur la hauteur était ancien. Pas assez fort pour être revendiqué. Pas assez faible pour être ignoré. On rappela certains détails. Des passages fréquents, autrefois. Une proximité qui s'était distendue. Un différend dont personne ne se souvenait vraiment, mais dont tout le monde admettait l'existence. Ces éléments, pris séparément, n'avaient rien de décisif. Mais ensemble, ils formaient un récit suffisant. Un récit que l'on pouvait répéter sans trop y penser. La police s'y attarda. Non par acharnement, mais parce que cette piste avait l'avantage d'être lisible. Elle offrait une cohérence simple. Elle expliquait le crime sans forcer le regard à se déplacer trop loin. Surtout, elle permettait au village de respirer. Les conversations changèrent de ton. On parlait désormais de lui. Pas du crime. Pas de la maison. De cette personne-là, qui concentrait désormais l'inconfort collectif. Ça ne m'étonne pas. Il y avait toujours quelque chose chez lui. Ces phrases ne disaient rien de précis. Mais elles faisaient leur travail. Lecoq observa ce glissement avec attention. Il voyait bien comment l'histoire se construisait. Comment le village, sans se concerter, avait trouvé un point d'appui. Une manière de refermer ce qui avait été ouvert sans le vouloir. Le coupable idéal remplissait une fonction. Il absorbait les doutes. Il canalisait les regards. Il permettait à chacun de reprendre sa place. Lecoq n'intervint pas immédiatement. Il savait que contester trop tôt cette construction reviendrait à la renforcer. À Orcival, on ne défait pas un récit en l'attaquant. On le laisse simplement se déployer jusqu'à ce que ses failles deviennent visibles d'elles-mêmes.
La personne désignée, de son côté, ne protesta pas beaucoup. Elle se défendit sans vigueur excessive. Elle répondit aux questions. Elle nia, bien sûr. Mais ses mots semblaient manquer de poids face à la tranquillité retrouvée du village. Le coq sentit que cette piste n'était pas fausse par malveillance. Elle était fausse par commodité. Et c'est ce qui la rendait dangereuse. Le village, désormais, semblait apaisé. Les regards se levaient moins souvent vers la hauteur. La maison redevenait un élément du paysage, figé mais supportable. Le coq, lui, savait que cette paix ne tiendrait pas. Car le coupable idéal n'explique jamais tout. Il explique juste assez pour qu'on cesse de chercher. Et à Orcival, c'était précisément ce que l'on espérait. Le doute n'arriva pas comme une contradiction. Il ne surgit pas pour s'opposer au récit en cours. Il s'installa doucement, presque naturellement, comme une fatigue. Une lassitude face à une solution qui fonctionnait trop bien. Le coq relut les éléments. Le nom qui circulait. Les faits qu'on lui associait. Les silences qui, soudain, devenaient acceptables. Tout cela formait un ensemble cohérent. Trop cohérent. À Orcival, la réalité n'avait jamais cette netteté-là. Elle était faite de détours, d'arrangements, de compromis silencieux. Or, la piste retenue semblait lisser toutes ces aspérités. Le coq n'y croyait pas. Non parce qu'il percevait une innocence éclatante, mais parce qu'il ne retrouvait pas, dans cette version, la logique du lieu. Le coupable idéal expliquait le crime, mais il ne s'inscrivait pas dans le paysage, ni dans l'histoire longue qu'il avait commencé à comprendre. Il retourna seul vers la hauteur. Le chemin était toujours le même. Les herbes n'avaient pas changé. Le vent soufflait avec cette régularité qui, ici, donnait l'illusion de la permanence. Rien ne semblait indiquer qu'un drame s'était joué là, sinon cette maison fermée, désormais muette. Le coq s'arrêta devant elle. Il ne cherchait plus des traces. Il cherchait une cohérence. Il pensa à ceux qui vivaient là. À leur place dans le village. À la manière dont ils avaient été intégrés, puis progressivement tenus à distance. Il pensa aux histoires anciennes, aux liens invisibles, aux accords tacites. Et il comprit ce qui manquait au récit officiel. Le crime n'avait pas été commis contre le village. Il avait été commis dans le village. Pas physiquement, mais moralement. Il était le produit d'un équilibre maintenu trop longtemps, d'une situation que tout le monde connaissait sans jamais vouloir la résoudre. Le coupable idéal n'avait pas ce poids-là. Il portait trop seul une responsabilité qui, en réalité, avait été partagée dans le temps. Partagée par les silences, les renoncements, les regards détournés. Le coq redescendit lentement. Il savait désormais qu'il devrait déranger cet équilibre. Pas brutalement. Pas frontalement. Mais suffisamment pour que la vérité puisse exister sans être immédiatement rejetée. Il comprit aussi que cela ne ferait pas de lui un homme apprécié. À Orcival, on ne remercie pas celui qui met des mots là où l'on avait trouvé un arrangement. Mais le coq n'était pas là pour être remercié. Il était là pour comprendre. Et ce doute-là, désormais, n'était plus un inconfort. Il était devenu une certitude silencieuse. La solution retenue protégeait le village, mais elle ne disait pas la vérité. Il n'y eut pas de révélation brutale. À Orcival, les vérités ne surgissent pas. Elles remontent lentement, à la surface, quand plus rien ne sert de les maintenir en dessous. Le coq le sentit avant de l'entendre. Une tension différente, presque imperceptible, s'était installée dans le village. Les silences avaient changé de nature. Ils n'étaient plus protecteurs. Ils devenaient lourds. Le coq n'interrogea personne directement. Il se contenta d'être là, de repasser aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Il laissait le village s'habituer à sa présence, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être perçue comme une intrusion. C'est alors que certaines phrases commencèrent à glisser. Pas des aveux. Pas des accusations. Des fragments. On savait que ça finirait mal. Ça ne pouvait pas durer comme ça. Ces phrases n'étaient adressées à personne en particulier. Elles étaient dites presque pour soi-même, comme si les prononcer à voix basse permettait enfin de les supporter. Le coq comprit que le village n'ignorait rien. Il avait simplement choisi de ne pas agir. La maison sur la hauteur n'avait jamais été un mystère. Elle avait été une gêne. Un rappel permanent d'une situation ancienne,
mal réglée, que chacun préférait contourner plutôt que résoudre. On avait laissé les choses en suspens, en espérant qu'elles s'effacent d'elles-mêmes. Mais elles ne s'effacent jamais. Elles attendent. Lecoq comprit que plusieurs personnes connaissaient la nature exacte du conflit. Pas toutes. Mais suffisamment pour que le silence se transmette, de génération en génération, comme une règle implicite. Personne n'avait voulu porter la responsabilité de trancher. Personne n'avait voulu raviver l'ancien différend. Alors on avait laissé faire. Lecoq sentit que le crime n'était pas né d'un instant de colère, mais d'une lassitude profonde. Une fatigue morale. Celle qui vient quand une situation injuste ou instable dure trop longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'y mettre fin, sans attendre l'accord des autres. Ce quelqu'un n'avait pas agi seul. Pas au sens strict. Mais il avait agi dans un contexte que le village avait rendu possible. Un contexte où l'on savait, sans jamais intervenir. Où l'on tolérait, sans jamais approuver clairement. Ce savoir partagé était la chose la plus difficile à faire émerger. Car l'admettre revenait à reconnaître que le crime n'était pas seulement l'affaire d'un individu, mais le résultat d'un équilibre collectif défaillant. Lecoq n'eut pas besoin de forcer davantage. Le village, peu à peu, cessait de résister. Non pas par culpabilité, mais par épuisement. Garder un secret aussi longtemps demande une énergie que tout le monde n'a pas indéfiniment. En fin de journée, Lecoq comprit qu'il tenait enfin la matière essentielle de l'affaire. Pas un nom. Pas un geste précis. Mais la compréhension intime de ce qu'Orcival avait choisi de taire. Et des conséquences de ce choix. Le plus difficile restait à venir. Non pas découvrir la vérité. Mais décider comment la dire, sans détruire entièrement ce qui restait du village. La résolution ne prit pas la forme d'une confrontation. Il n'y eut ni arrestation spectaculaire, ni révélation publique. À Orcival, les choses se règlent rarement de cette manière. Quand une vérité devient trop lourde pour être ignorée, on la déplace simplement à l'endroit où elle peut être supportée. Lecoq choisit ses mots avec soin. Il ne parla pas d'abord du crime. Il parla du contexte. Il rappela les faits connus, lentement, sans insister. Il replaça la maison sur la hauteur dans l'histoire du village. Il évoqua les anciens accords, les arrangements tacites, les distances acceptées par commodité. Il décrivit une situation que chacun reconnaissait, sans jamais la nommer jusque-là. Personne ne protesta. Parce que chacun savait. La responsabilité, telle que Lecoq la présenta, n'était pas concentrée sur un seul geste. Elle était répartie dans le temps. Dans les silences successifs. Dans les décisions différées. Dans cette manière collective de laisser une situation se dégrader en espérant qu'elle se résolve d'elle-même. Le crime, ainsi compris, cessait d'être un choc isolé. Il devenait une conséquence. Lecoq ne chercha pas à humilier. Il ne chercha pas non plus à absoudre. Il expliqua simplement comment une fatigue morale, ancienne, avait fini par conduire à l'irréparable. Comment quelqu'un, à un moment précis, avait cru agir pour mettre fin à un déséquilibre que plus personne n'osait corriger ouvertement. Cette personne fut identifiée. Sans éclat. Sans mise en scène. Son nom circula brièvement, puis s'éteignit presque aussitôt. On ne le répéta pas inutilement. Le village n'avait pas besoin de le graver dans sa mémoire collective. Il savait déjà ce qu'il devait en retenir. La justice suivit son cours. Elle fut mesurée. Prudente. Imparfaite, sans doute. Mais elle prit en compte ce que Lecoq avait compris, qu'un verdict trop brutal aurait ravivé des tensions anciennes, sans réparer quoi que ce soit. À Orcival, on n'attendait pas une justice exemplaire. On attendait une issue. Quand tout fut dit, il n'y eut pas de soulagement visible. Plutôt une forme de lassitude partagée. Comme après une longue retenue, quand l'effort cesse enfin, laissant place à un calme incertain mais nécessaire. Lecoq sentit que son rôle touchait à sa fin. Il avait mis des mots là où il n'y en avait jamais eu. Il avait déplacé le poids du silence, sans le briser complètement. C'était tout ce que ce lieu pouvait accepter. En quittant la pièce, il comprit que la résolution ne serait jamais racontée comme une victoire. Elle serait racontée comme un moment où le village avait cessé de détourner le regard. Et pour Orcival, c'était déjà beaucoup. Après, Orcival reprit. Pas immédiatement.
Pas tout à fait comme avant. Mais suffisamment pour que, de l'extérieur, rien ne semble vraiment changer. Les routes restèrent étroites. Les maisons serrées. Les gestes mesurés. Le rythme lent, fidèle à lui-même. La maison sur la hauteur ne fut plus habitée. On ne parla pas de ce qu'elle deviendrait. On la laissa simplement là, fermée, exposée au vent et aux saisons. Les volets restèrent clos. Le chemin se recouvrit peu à peu d'herbe. Comme si le paysage lui-même avait décidé d'effacer ce qui n'avait jamais su trouver sa place. Dans le village, les conversations évitaient désormais le sujet. Pas par déni, par nécessité. Chacun savait ce qui avait été compris. Ce qui avait été admis, parfois à contre-cœur. La vérité avait circulé, discrètement, sans proclamation officielle. Elle avait trouvé sa place dans les regards, dans certaines phrases qui ne se terminaient plus, dans ces silences nouveaux, plus lourds mais aussi plus honnêtes. La justice avait fait ce qu'elle pouvait faire. Ni parfaite, ni satisfaisante pour tous, mais suffisante pour que l'affaire ne reste pas ouverte comme une plaie. Lecoq quitta Orcival sans cérémonie. Il ne dit pas au revoir à tout le monde. Il savait que ce n'était pas nécessaire. Dans les villages comme celui-ci, les départs se font comme les arrivées, sans commentaire. Ce qui compte, ce n'est pas la trace laissée par celui qui passe, mais ce que le lieu conserve de lui. Avant de partir, il monta une dernière fois le regard vers la hauteur. La maison ne disait plus rien. Elle était redevenue un élément du paysage, immobile, presque anodin. Et pourtant, Lecoq savait qu'Orcival ne l'oublierait jamais vraiment. Les villages n'oublient pas ce qui les a forcés à se regarder. Ils l'intègrent. Ils l'absorbent. Ils referment. Les jours suivants, la vie reprit sa cadence. On rouvrit l'auberge à l'heure habituelle. On traversa la place sans s'arrêter. On parla du temps, des récoltes, de choses simples. Mais dans ce quotidien retrouvé, quelque chose avait changé. Un accord ancien s'était rompu. Un autre, plus fragile, avait pris sa place. Orcival n'était pas devenu un village différent. Il était devenu un village conscient. Et cela, ici, suffisait. Le silence était revenu. Pas celui d'avant. Un silence plus dense. Un silence qui sait. Et sous ce silence, la terre continua de porter les pas. Les maisons de retenir la chaleur. Et le village de tenir debout, comme il l'avait toujours fait. Avec le temps, Orcival retrouva sa respiration. Rien ne fut effacé. Rien ne fut vraiment rappelé non plus. Le village continua simplement, comme il l'avait toujours fait, en intégrant ce qui s'était passé à sa mémoire profonde, celle que l'on ne raconte pas mais que l'on respecte. La maison sur la hauteur resta fermée. Les saisons passèrent autour d'elle. Le vent, la pluie, le soleil. Le chemin se fit moins visible. Les herbes reprirent leur place. Peu à peu, la bâtisse cessa d'être un point de fixation pour redevenir un élément du paysage, présent sans être nommé. À Orcival, on n'en parlait plus. Pas parce que l'on avait oublié, mais parce que chacun savait désormais où se tenait la limite. Les conversations reprirent leur cours. Les gestes retrouvèrent leur précision tranquille. Le village n'était pas devenu plus léger, mais plus conscient. Il portait son silence autrement. Un silence moins fragile. Un silence qui avait accepté d'exister. Lecoq, de loin, aurait reconnu ce calme-là. Il savait que certaines affaires ne laissent pas derrière elles une paix éclatante, mais un équilibre nouveau, plus exigeant. Un équilibre qui demande de l'attention, jour après jour. Le soir, quand les lumières s'éteignaient une à une, Orcival se refermait doucement sur lui-même. Les collines s'assombrissaient. Le vent reprenait sa place. Et le village, fidèle à ce qu'il avait toujours été, tenait debout. Sans bruit. Sans éclat. Avec ce silence-là. Qui sait?